Nous sommes allés à Boutcha. Nous avons documenté des douzaines de meurtres de civils, interviewé de nombreux témoins et suivi des enquêteurs sur place pour prendre la mesure des atrocités commises par les Russes. Extrait du reportage publié le 11 avril dans le New York Times et qui documente les crimes de guerre commis dans cette ville ukrainienne située au nord-ouest de Kiev. Un enfant tué d'une balle dans la tête à côté de son père, des morts de faim, des morts de froid et une femme nue sous un manteau au milieu de préservatifs. Un cas de sévices sexuels parmi tant d'autres. Il m'a conduite dans une maison voisine. Il m'a dit « Déshabille-toi ou je te tue ». Il a commencé à me violer. Je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Ils m'ont juste, sans un mot, poussé sur le lit, écrasé sans un mot avec leurs mitraillettes, déshabillé. Il me demandait de regarder ma mère se faire violer, pour que j'apprenne, disait-il, pour qu'ils puissent nous utiliser toutes les deux. Une nuit, ils sont venus à 8, je dormais, ils sont venus dans le lit, ils m'ont touchée, mais finalement ils sont allés vers ma mère. Ils l'ont violée, les 8 en même temps. Je crois seuls mes yeux et mes oreilles n'ont pas été violés. Ils me disaient « Tais-toi, on était en poste en Biélorussie et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de femme. » Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir au surlendemain de votre retour d'Ukraine où vous êtes resté à nouveau une semaine après avoir passé une semaine à Odessa il y a à peu près 3 semaines. Le temps de rencontrer à Kiev le maire de la ville mais aussi le président Zelensky. Vous vous êtes également rendu à Boutcha, cette ville martyre dont vous êtes rentré le cœur brisé et que vous comparez à Oradour-sur-Glane. Oui, parce que c'est la même mécanique, c'est la vengeance des lâches. C'est la vengeance des vaincus qui sont humiliés par une armée régulière, qui n'ont pas eu le moyen de la battre à la loyale et qui se vengent sur les femmes qu'on vient d'entendre, sur les enfants, sur les hommes aux mains ligotées. C'est vrai à Boutcha, c'est vrai à Borodianka, c'est vrai dans toute cette zone. J'ai passé ces quelques jours avec mon camarade Marc Roussel, qui est photographe et qui est réalisateur de films. Et on a essayé de documenter ces crimes qui passent un peu l'imagination. Pour documenter ces crimes, ce sont des témoignages que vous avez recueillis? Oui, ce sont des témoignages et ce sont des récits d'horreur? Ce sont des témoignages abominables, évidemment, des femmes. Une femme qui m'a raconté une histoire de ce genre, un viol en réunion, des familles qui racontent comment elles ont été expulsés de leur appartement, parqués dans une cave et comment les soldats russes en partant ont lancé une grenade dans la cave. D'autres qui racontent à Andrivka comment jusqu'aux cadavres des civils ukrainiens étaient méthodiquement souillés par les soldats russes qui les piétinaient. Donc des récits bien sûr, et puis des images terribles, parce que nous étions à Borodianka il y a 3 jours, et donc on n'a pas fini de retrouver les corps, on n'a pas fini de fouiller les décombres. Et il y avait là un corps de sauveteur magnifique qui essayait de retrouver encore. Et nous avons vu une maman qui cherchait son petit garçon et qui l'a retrouvé, que les sauveteurs ont retrouvé mort, mutilé et en miettes, en morceaux. Vous avez aussi rencontré des enfants qui vivent terrés dans des sous-sols à Kiev, des enfants qu'il faut bien essayer de faire sourire tant bien que mal. Des enfants terrifiés, des enfants qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et en effet, c'est vrai, ce que font les parents, ils font du Roberto Benigni, La vie est belle. C'est-à-dire que quand un enfant entend un obus, ils lui disent que c'est le tonnerre. Quand il risque une tête hors de la cave et qu'il voit un éclair, ils disent que c'est un feu d'artifice. Et c'est atroce, c'est pathétique. Ces petits qui sont soumis à ça et qui voient parfois des choses pires encore, en effet. Est-ce que vous avez recueilli des témoignages qui vous indiquent que des armes chimiques ont pu être utilisées ? Non, je n'ai pas recueilli de témoignages. J'ai entendu beaucoup cela. J'ai entendu quelques fois cela. J'ai beaucoup entendu que les Russes, aujourd'hui, toujours la même idée, Oradour-sur-Glane, avant d'aller sur le dernier front, au Donbass, on se venge sur les villes qu'on évacue. Mais beaucoup de témoignages disant qu'ils sont prêts à tout. Donc, y compris, en effet,
y compris les armes chimiques, oui. Des exactions qualifiées de génocide par le président américain, un terme qu'Emmanuel Macron se refuse à utiliser, quitte à décevoir Volodymyr Zelensky. Військові злочини, і це буде визнано світом як геноцид. Whether a dictator declares war and commits genocide half a world away. C'est sûr qu'on peut de plus en plus parler de génocide par rapport à ça. Je serais prudent avec les termes aujourd'hui parce que... Pourquoi? Mais parce que ce sont des peuples frères. Un génocide, ça a un sens. Ви знаєте, я чесно не чув пана президента Французької Республіки. Ця заява, якщо вона правдива, я обов'язково. Le mot de génocide, aujourd'hui, doit être qualifié par des juristes, pas par des politiques. Si c'est un génocide, les États qui considèrent que c'est un génocide se doivent, par les conventions internationales, d'intervenir. Est-ce que c'est ce que les gens souhaitent? Je ne crois pas. Aujourd'hui encore, les États-Unis, par la voix de la numéro 3 de la diplomatie américaine, a répété que la Russie avait pour objectif de détruire l'Ukraine et sa population civile. Il n'empêche, vous pensez qu'il faut être prudent avec les mots? Que la Russie ait pour projet de nier l'Ukraine, qu'elle considère depuis le premier jour que les Ukrainiens sont des sous-hommes, qu'ils soient anéantisés, c'est vrai. Qu'ils commettent des crimes de guerre dans des dimensions colossales, c'est vrai. Des crimes contre l'humanité, c'est évident. Moi, ce dont je peux témoigner, c'est ça. Ce que j'ai vu, c'est des crimes de guerre, c'est des crimes contre l'humanité. Ce n'est pas un plan systématique d'extermination de la population ukrainienne. Donc on verra ce que les juristes, ce que les témoins, ce que les femmes et hommes qui sont sur le terrain en train de documenter dans le détail concluront. Mais pour l'heure, je crois, vous savez, des génocides, il faut faire très attention aux mots. Il y en a 3 reconnus par les historiens aujourd'hui, à coup sûr. C'est le Rwanda, la Shoah et les Arméniens. Peut-être au-delà, le Darfour, peut-être le Cambodge. Mais enfin, c'est en effet un mot. Je crois que là-dessus, le président Macron a raison, qu'il faut manier avec grande prudence. Après, je comprends que le président Zelensky, vous savez, menacé d'attentats, risquant la mort à tout instant, un Kiev désert, une population qui n'en peut plus. On peut imaginer cela, bien sûr, qu'ils le disent. Les États-Unis ont également annoncé une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars. La France devrait-elle faire livrer plus d'armes? C'est ce que demande Volodymyr Zelensky. Mais je crois que la France, sans le dire tout à fait et sans en donner les détails, je crois qu'elle donne déjà beaucoup. Est-ce qu'il faut livrer davantage? Bien sûr. Il faut permettre aux Ukrainiens de gagner. Qu'est-ce que je vous dis? Cette guerre-là, ils ne l'ont pas souhaitée. Elle leur est tombée dessus comme une calamité. Aujourd'hui, il faut les aider à la gagner. Le seul but aujourd'hui d'une démocratie, d'un démocrate, c'est pas de trouver, j'entends le dire ça, un compromis. C'est pas de s'asseoir à une table de négociation. C'est pas de trouver une porte de sortie à Poutine. On ne cherchait pas des portes de sortie à Hitler en 1943, même si les choses ne sont pas comparables. C'est de contraindre Poutine à capituler. Le seul but de guerre, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils reviennent aux frontières d'avant le 24 février. Vraiment, quelqu'un de sensé, quelqu'un qui a un peu de bonté et un peu de générosité ne peut pas souhaiter autre chose que ça, que les soldats russes retournent là où ils étaient. La capitulation de Vladimir Poutine, elle vous paraît militaire, oui. Possible? Bah, écoutez, en tout cas, dans les zones que j'ai visitées avec mes camarades, Marc Roussel, Gilles Herzog et les autres, il a capitulé, il a reculé. Toute cette zone qui est entre Kiev et la Biélorussie, elle est toujours sous la menace des canons russes. Il peut toujours y avoir des missiles à tout instant. Mais enfin, les Ukrainiens l'ont regagné. Cette armée ukrainienne de résistants qui se sont battus avec un grand héroïsme pour défendre leur famille. Aujourd'hui, c'est une armée qui gagne. Donc, capituler, ça veut dire ça. Ça veut dire arrêter cette guerre. Quoi. Et quel autre moyen voyez-vous que d'en finir avec cette guerre que de permettre aux Ukrainiens de chasser les troupes russes, enfin de les repousser dans les frontières de la Russie? Vous avez rencontré Volodymyr Zelensky il y a quelques années déjà. Vous l'avez revu ces derniers jours à Kiev? Je ne l'ai pas revu. Je l'ai rencontré plusieurs fois dans les dernières années, oui. Quand vous le voyez par rapport aux rencontres que vous aviez eues avec lui, quand vous le voyez, et au-delà de la tension qui est la sienne et le drame qu'il vit et qu'il affronte, quelle impression vous laisse-t-il par rapport à ce que vous aviez connu? C'est une histoire incroyable.
franchement, lorsque je l'ai rencontré pour la première fois avant son élection, 8 jours avant l'élection, j'étais comme chacun. Je le prenais pour ce qu'il était d'ailleurs, un acteur, un clown. Je l'avais vu d'ailleurs la veille pour son dernier spectacle, juste avant ses adieux à la scène, juste avant de devenir président, dans une patinoire proche de Kiev. Je croyais que ça allait être ça. Et l'homme qui se révèle là, qu'est-ce que je dis ? C'est Churchill, l'homme qui arpente les rues de sa capitale pour donner le moral à ses citoyens, alors que les bombes tombent ou peuvent tomber. C'est Churchill au moment du Blitz dans les rues de Londres. Donc c'est une métamorphose magnifique et qui donne espoir, je trouve, en l'humanité, en la grandeur des hommes. Cet homme est grand, voilà. Cet homme qu'on avait vu comme un petit garçon face à Donald Trump, cet homme que j'avais vu moi un jour encore faire le clown dans une sorte de Davos ukrainien il y a 1 an ou 2, aujourd'hui, il entre dans l'histoire des grands combattants de la liberté qu'on connaît un peu en France depuis la Révolution française. C'est comme ces jeunes généraux révolutionnaires. Voilà, je suis très, très, très impressionné par cette métamorphose. Et par le fait aussi qu'en résistant à Vladimir Poutine, il a renforcé l'unité du peuple ukrainien. Ça vous a frappé, ça, déjà lorsque vous êtes allé à Odessa? J'étais à Odessa il y a 15 jours, et 3 semaines. Odessa, c'est une ville, d'après les experts en géopolitique, qui nous disaient ville divisée, coupée en deux, la moitié est russophone, accueillera Poutine l'armée de Poutine avec des fleurs. Bien, c'est fini. Il y a peut-être encore des russophones, mais ils se cachent, ils pratiquent le double langage. L'immense majorité de la ville d'Odessa, malgré Catherine II, malgré la langue russe, elle est aujourd'hui derrière Zelensky. Il s'est passé ce phénomène, et d'ailleurs une des plaisanteries macabres dont toutes les situations de guerre sont génératrices, qui courent beaucoup parmi les Ukrainiens, les copains ukrainiens, c'est merci à Vladimir Poutine. Plaisanterie horrible, hein, mais voilà, pour se donner du courage, on fait parfois de l'humour comme ça. Merci à Poutine, il a créé la nation ukrainienne, qui jusque-là était très divisée, etc. Donc bien sûr qu'il a atteint le but exactement inverse de celui qu'il prétendait souhaiter. Émilie. Hier, Marine Le Pen donnait sa vision de sa politique étrangère si elle était élue. Malgré le contexte, elle n'a pas eu un mot, elle n'a jamais prononcé le mot d'Ukraine. En revanche, elle a parlé de la Russie. Alors c'est venu quand même tard, à la 32e minute sur une intervention qui en durait 49. Et ce n'était pas pour condamner l'invasion du pays en Ukraine. Écoutez. Dès que la guerre russo-ukrainienne sera achevée et aura été réglée par un traité de paix, je me prononcerai en faveur de la mise en œuvre d'un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie, comme cela avait été naguère envisagé. C'est l'intérêt de la France et de l'Europe, mais aussi, je crois, des États-Unis. Alors, je vais demander votre réaction, mais juste avant, cette option-là a été confirmée ce matin par Franck Alizio, porte-parole du Rassemblement national, qui était invité et réinterrogé à ce propos sur France Inter. L'opposition entre l'OTAN et la Russie n'a pas de raison d'être, alors que la Russie n'est plus un État totalitaire. Tout le monde fera ça, Monsieur Macron y compris. Tout le monde fera ça. Il ne prévoit pas de se rapprocher stratégiquement des Russes. La violation du droit international et l'invasion de l'Ukraine a été condamnée avec force par Marine Le Pen. Maintenant, c'est évident que si on veut la paix, il faudra discuter avec les deux, avec l'agressé et malheureusement avec l'agresseur. Interrogée lors de la conférence toujours de Marine Le Pen, elle a également regretté la rupture des liens avec la Syrie. Je n'ai jamais évoqué une rencontre avec Bachar el-Assad. Maintenant, oui, j'ai plaidé pour le rétablissement des relations diplomatiques de la France, effectivement, avec la Syrie, parce que je considère qu'à chaque fois que l'on rend les relations diplomatiques avec un pays, eh bien, on devient aveugle. J'avais d'ailleurs regretté, je l'ai dit, j'assume tout à fait cette position, la rupture des relations diplomatiques avec la Syrie, qui nous a aveuglés, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme islamiste. Alors d'abord sur la Russie, à envisager la réconciliation, la collaboration avant même que la guerre soit terminée. Vous comprenez cette position ? Je trouve ce qu'on vient d'entendre abject. Abject. Cela veut dire littéralement que cette femme,
Et cet homme qu'on vient d'entendre après elle s'apprête à enjamber les cadavres des Ukrainiens, à leur passer sur le corps, à effacer l'ardoise et à recommencer comme avant. Eh bien, je trouve cela abject. Dire que la Russie n'est plus un État totalitaire, après tout ce que nous savons, tout ce que nous avons vu, c'est une ignominie. Et ce qui vient d'être dit sur la Syrie et sur Bachar el-Assad, criminel contre l'humanité absolue, qui finira à La Haye ou dans un tribunal ad hoc, et qui, comme Poutine d'ailleurs, déteste la France, la cible, dont le projet est de démanteler l'Europe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette femme milite contre les intérêts de la France et contre les intérêts nationaux. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Aujourd'hui, son pays, le pays dont elle aspire à être la présidente de la République, est de fait en guerre contre la Russie. De fait, pas de notre fait, du fait de Poutine. Poutine a déclaré la guerre à l'Europe. Il a déclaré la guerre à la France. Il s'apprête à toutes les machinations pour troubler le processus électoral. Et cette femme prend son parti, a hâte de pouvoir se laver les mains du sang des Ukrainiens pour retrouver le business as usual. Eh bien, ça s'appelle tirer dans le dos de la France et enjamber les cadavres. Poutine fait la guerre à toute l'Europe? Bernard-Henri Lévy. Je crois que c'est son projet fondamental, et pas depuis aujourd'hui. C'est son projet depuis 20 ans. C'est son projet de détruire ou de démanteler ou de diviser l'Europe, mais de faire la guerre à l'Europe. Démanteler l'Union européenne, avoir dans le plus grand nombre possible de pays des marionnettes à ses ordres, comme Marine Le Pen, qui se conduit là, qui vient de parler comme une marionnette de Poutine, qu'elle est vraisemblablement, comme Viktor Orban en Hongrie. Oui, tout ça, c'est le projet de Vladimir Poutine. Par ailleurs, ça fait des années qu'on aurait dû l'entendre. Il y a eu tant et tant de déclarations, disant, calculant, dans la bouche de Poutine, dans la bouche de Peskov, son porte-parole, calculant le temps qu'il faudrait à l'armée russe pour aller jusqu'en Pologne, violant l'espace aérien 2012-2013 des pays baltes. Il y a eu des signes de belligérance adressés par la Russie à l'Europe et aux pays européens qui sont innombrables et qu'on n'a pas voulu voir, naturellement. Merci Bernard-Henri Lévy. Vous restez avec nous. Je précise juste que le film dont vous étiez venu nous parler en juin dernier, Une autre idée du monde, sort le 29 avril prochain aux États-Unis. C'est une sortie nationale, ce qui est assez rare pour être souligné, de Will to See. Et puis je signale aussi que ce soir sur France 2 à 21h05, Envoyé spécial revient dans un numéro sur les crimes commis à Boutcha, donc c'est 21h05 sur France 2. Vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité, Bernard-Henri Lévy. Et c'est tout de suite l'édito de Patrick Cohen. Patrick, un édito ce soir pour tous ceux qui se désespèrent de ce deuxième second tour Macron-Le Pen. Oui, pour les électeurs de gauche et ceux de la droite républicaine qui n'ont pas vu l'un des leurs au second tour depuis 10 ans, depuis le duel Sarkozy-Hollande. L'irruption d'Emmanuel Macron sur les décombres du quinquennat Hollande a rétréci les vieux partis, repliés aujourd'hui sur leur mairie ou hôtel de région. Pourtant, contrairement à ce que prétendent le président et ses soutiens, le clivage n'est pas devenu obsolète. La droite et la gauche, on le voit dans les enquêtes d'opinion, ça a encore du sens pour un grand nombre de Français qui se considèrent comme hommes ou femmes de gauche ou de droite, qui ne se reconnaissent pas dans l'affiche qui leur est à nouveau proposée et qui voteront encore, sans doute, par défaut. Marine Le Pen sera élue dans 10 jours par rejet du macronisme ou bien Emmanuel Macron par refus ou par peur de l'extrémisme. Cette situation, elle résulte aussi de la progression de Marine Le Pen. Oui, c'est un courant ascendant, mais qui reste minoritaire. C'est la 3e fois dans l'histoire que l'extrême droite se propulse au second tour. Et les 3 fois, Jean-Marie puis Marine Le Pen sont arrivés 2e du premier tour avec un candidat sur leur talon et une qualification ric-rac. En 2002, Lionel Jospin échoue de 194 000 voix. En 2017, il a manqué à François Fillon 465 000 voix. Et dimanche dernier, à Jean-Luc Mélenchon, 421 000. À chaque fois, moins de 1% des voix. Il lui suffit que Christiane Taubira s'abstienne de son tour de piste en 2002, que François Fillon se soit mieux conduit ou que les adhérents LR aient choisi un champion avec moins de casseroles et moins de costumes, que Fabien Roussel ait replié son drapeau communiste et sa tranche de rumsteak, ou que Jean-Luc Mélenchon se soit
abstenu d'insulter ses anciens partenaires. Vous êtes la mort et le néant, avait-il dit au PC il y a 5 ans, etc., etc. Toute l'histoire en eût été changée. Je ne vais pas poursuivre l'Uchronie politique. Ce qu'on peut dire, c'est que le RN progresse, oui, mais à peine 2 points de gagné en 5 ans, 23%, et il prospère sur la faiblesse, la division, le morcellement de ses adversaires. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité à avoir l'extrême droite au second tour. Oui, mais c'est le choix des électeurs. C'est vrai, c'est la règle, mais les électeurs sont aussi faillibles que les politiques et parfois, au vu des résultats du dimanche soir à 20h, ils regrettent de ne pas avoir donné le petit coup de pouce qui aurait permis un autre second tour. En 2002, après l'élimination de Lionel Jospin, la Sofresse avait tenté de qualifier cela. Avec le recul, est-ce que vous regrettez votre vote du premier tour? Résultat, 12% de regrets, presque 5 millions d'électeurs, dont un tiers de l'électorat Taubira et Mamère, un quart de l'extrême gauche et de Chevènement, 11% des abstentionnistes. Je ne crois pas qu'on ait refait depuis, j'ai cherché, on n'a pas refait depuis de sondage sur le regret de vote, mais évidemment, ça pourrait être intéressant. Oui, on regrette qu'on n'ait pas fait ce sondage sur les regrets de vote. La morale de cette histoire, Patrick? Alors, je la laisse à Pierre Mendès France, adversaire irréductible du présidentialisme à la française, système d'élection directe à 2 tours inventé il y a 60 ans par De Gaulle après un attentat contre lui, celui du petit Clamart. Choisir un homme, fût-il le meilleur, au lieu de choisir une politique, c'est abdiquer, encourager la nation à croire que tout sera résolu par un homme sans qu'elle intervienne elle-même, la nation, sans qu'elle choisisse et décide. C'est donner aux mauvais politiciens une chance inespérée. Bonsoir Jean-Philippe de Rosier. Bonsoir. Merci de succéder à Pierre Mendès France, constitutionnaliste, professeur de droit public à l'université de Lille. On peut aussi vous lire sur votre blog La Constitution décodée. Est-ce que le régime présidentiel français donne des signes de fatigue? Mais le régime français n'est pas présidentiel. Le régime français est parlementaire. Il est parlementaire, avec un présidentialisme, mais il est parlementaire. C'est important de le rappeler précisément maintenant. Avec présidentialisme et une élection présidentielle qui est quand même un marqueur très fort. Qui écrase tous les autres rendez-vous politiques aujourd'hui. Mais je vais quand même juste en 10 secondes l'expliquer parce que justement les électeurs ne perçoivent pas l'importance des élections législatives qui vont avoir lieu dans 1 mois. Les 12 et 19 juin, on va voter une deuxième fois dans 2 mois, pardon. Oui, je voulais accélérer les choses. Dans 2 mois. Et ce sont ces élections-là qui vont donner le pouvoir. Le président ou la présidente qui sera élu le 24 avril, si elle ne gagne pas, s'il ne gagne pas les élections législatives, il ne pourra pas gouverner. Donc il a besoin des élections législatives. C'est pour ça que notre régime parlementaire. Donc est-ce qu'il est en bout de souffle? Il a apporté à la France la stabilité dont la France avait besoin auparavant. Au cours du siècle qui précédait, la France a connu un régime totalement instable entre la 3e et la 4e République. Et la 5e République a permis de stabiliser cela. Non sans excès, c'est vrai. Il y a parfois un excès du pouvoir exécutif qui peut être corrigé, qui mérite des corrections. Maintenant, est-ce qu'il faut remettre en cause totalement le régime? Je ne le crois pas, parce qu'il a ses vertus démocratiques. Élire son chef politique, c'est quand même un élément démocratique s'il en est. Peut-être faudrait-il justement faire apporter quelques corrections sur l'élection des parlementaires. Notamment, une proposition serait de les élire le même jour que le président de la République. Comme ça, on voterait pour les députés alors sans connaître le résultat de l'élection présidentielle. On peut aussi réfléchir à la durée des mandats et aussi à l'usage ou non du référendum, à condition de le faire dans le cadre constitutionnel. C'est justement ce dont on veut vous parler ce soir, puisque si elle est élue présidente de la République, Marine Le Pen veut proposer un référendum pour réviser la Constitution afin d'y inscrire la priorité nationale et de modifier la politique migratoire. Donc, on fait un référendum pour soumettre au peuple français ce qu'on appelle une révision constitutionnelle. C'est beaucoup plus sain que ce soit le peuple qui le vote, je trouve, plutôt que les 2 chambres. Et je pense même, je vais vous dire, que seul le peuple devrait avoir la possibilité de réviser la Constitution. Dans les faits, Marine Le Pen peut-elle organiser un référendum sur ce sujet comme bon lui semble si elle est élue? Alors, jusqu'à ce que vous disiez comme bon lui semble, oui. Comme bon lui semble, non. Parce qu'on ne peut rien faire comme bon semble à qui que ce soit en droit, puisqu'on doit respecter la règle de droit, en commençant par la règle la plus fondamentale, adoptée par le peuple en 1958, modifiée ensuite, la Constitution. Et la Constitution permet de réviser la Constitution par référendum, mais il y a un préalable indispensable, c'est que le texte qui sera soumis au peuple
soit d'abord adopté par les deux assemblées parlementaires, l'Assemblée nationale et le Sénat. On ne peut pas faire ce que l'on va appeler un référendum constitutionnel direct, c'est-à-dire écrire un texte et demander au peuple, vous en voulez ou vous n'en voulez pas. Ce que veut faire Marine Le Pen, elle l'a dit explicitement en se référant aux deux précédents de 62 et de 69, initiés par De Gaulle. Elle pourrait très bien décider de passer outre et de le faire, et ça, ce serait une sorte de coup d'État ce serait un coup d'État constitutionnel, c'est ainsi que je l'ai qualifié, effectivement, parce que ce serait une violation de la règle de droit, ce serait une violation de la Constitution. Et en effet, en 1962, le général de Gaulle l'a fait pour introduire l'élection directe du président de la République. À l'époque, déjà, ça avait été dénoncé tant par les professeurs de droit que par un certain nombre de politiques. On se souvient de Gaston Monnerville qui avait crié à la forfaiture de la part du général de Gaulle. Le gouvernement Pompidou avait été censuré à l'époque. Bon, il l'avait fait quand même. Le contexte était différent. On était en 1962. La Ve République avait 3 ans d'existence. Le général de Gaulle était celui qui l'avait écrite. Je ne dis pas qu'il pouvait dès lors se permettre un certain nombre de libertés, mais disons que les institutions n'étaient pas encore pleinement stabilisées. Et le Conseil constitutionnel était plus faible aussi. Le Conseil constitutionnel était comme un bébé de 3 ans versus un grand-père de 62 ans. Il aurait les moyens de s'y opposer aujourd'hui ? Absolument. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a installé sa jurisprudence. Et dans cette jurisprudence, il y a notamment des éléments sur le référendum. Et le Conseil constitutionnel contrôle notamment ce que l'on appelle les actes préparatoires du référendum. Et je vais faire un tout petit peu de jargon technique, mais c'est le décret de convocation des électeurs. Lorsqu'on fait un référendum, le président de la République dit « je convoque les électeurs pour se prononcer tel jour sur telle question ». Et le Conseil constitutionnel contrôle ce décret. Si la question qui est posée n'entre pas dans le champ référendaire, ne s'appuie pas sur l'article qui permet de le faire, c'est que le décret n'est pas constitutionnel et donc le Conseil peut l'annuler. Mais si l'élu passe outre, est-ce qu'on peut, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut enclencher, par exemple, une procédure de destitution? Alors, on peut aller jusqu'à la procédure de destitution, tout à fait. Elle aussi, elle est prévue par la Constitution. C'est l'article 68 qui permet de destituer le président de la République pour tout acte ou pour tout fait incompatible, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Une violation de la Constitution, ça me paraît difficilement compatible avec l'exercice du mandat. Donc, on peut engager une procédure de destitution. Maintenant, il me semble quand même assez délicat pour un chef d'État qui est élu en vertu de la Constitution, qui prône l'exemplarité, qui veut qu'on mette fin à la délinquance, justement, de commencer par violer la norme des normes, à savoir la Constitution. Pierre. Autre proposition de la candidate du Rassemblement national, le référendum d'initiative citoyenne. Il suffirait de la signature de 500 000 Français pour proposer de créer une loi ou d'en abroger une autre. L'ensemble de la population en droit de voter serait ensuite consulté. Son conseiller spécial et eurodéputé RN Philippe Olivier s'en est expliqué plus ou moins ce matin sur France Info. Ce RIC qui permet aux citoyens de se saisir de grandes questions sociales, sociétales, économiques, politiques, parce que le peuple est souverain. On pourrait faire voter les Français sur une sortie du nucléaire. Oui. Par exemple, c'est pas exclu. Par exemple. Par contre, de la force nucléaire ou des intérêts vitaux français, non. Est-ce qu'on peut revenir sur des lois déjà votées? Par exemple, revenir sur la PMA lors d'un référendum ou revenir sur le mariage pour tous? C'est pas du tout notre souhait, mais si les Français le souhaitent, une loi pourrait être proposée à l'abrogation par le peuple. Si vous mettez en place la priorité nationale et que des Français veulent organiser un référendum contre, ils pourront le faire? Oui, ils pourront le faire. Si et dans ce cas-là, il se passera quoi? Eh bien, on respectera la volonté du peuple. La question qu'on peut se poser pour la vie d'un mandat, avec un seuil de 500 000 signatures pour pouvoir initier un référendum, on risque de voir des minorités de tous bords vouloir sans cesse changer la loi. C'est absolument possible, effectivement. Il y a déjà un référendum qu'on appelle aujourd'hui d'initiative partagée dans la Constitution, mais qui prévoit de tels seuils qu'effectivement, il est difficilement mobilisable. Il est partagé parce qu'il faut que ce soit d'abord les parlementaires soutenus par des citoyens, et il faut 1/5 de parlementaires, 185, ça à la rigueur, ça peut être atteint, mais il faut 10% du corps électoral. Aujourd'hui, ça fait 4,9 millions de personnes. Il y en a un qui a été initié, c'était contre la privatisation d'ADP, l'aéroport de Paris. Il a péniblement passé le 1,2 million. On voit bien que 4,9 millions, c'est complètement inatteignable. 500 000, en revanche, c'est plus accessible. Et effectivement, il peut être sain d'assouplir les règles d'engagement d'un référendum d'initiative partagée ou même d'initiative citoyenne. Mais on ne peut pas envisager que tous les 4 matins, on revienne sur de la législation en cours. D'ailleurs, le RIP, le référendum d'initiative partagée actuel, n'est pas mobilisable contre une disposition qui a été votée depuis moins d'1 an.
Donc une loi qui vient d'être adoptée, on ne peut pas la remettre en cause. Et l'article 11, celui qui prévoit ce référendum, qu'il soit d'initiative partagée ou le référendum tout court, limite le champ référendaire. On ne peut pas faire un référendum sur n'importe quelle question. On peut le faire sur l'organisation des pouvoirs publics, qui relève de la loi, pas de la Constitution, et sur la politique économique, sociale et environnementale. Donc éventuellement la sortie du nucléaire, c'est de la politique énergétique, on pourrait peut-être le rattacher à la politique économique et environnementale, mais le mariage pour tous ou la PMA, à ce jour, dans la Constitution, c'est pas possible. Tel qu'elle est. Un dernier exemple avant de vous faire réagir, Bernard-Henri Lévy. Autre changement des institutions parlementaires, Marine Le Pen veut instaurer la proportionnelle. Elle a encore dit mardi. Deuxième mesure, l'instauration d'une proportionnelle permettant la juste représentation des sensibilités qui s'expriment dans le pays. Les avantages de la proportionnelle sont multiples. Elle permet une représentation de la diversité des opinions et favorise donc l'émergence de nouvelles thématiques dans le débat public. Elle ouvre une juste représentation parlementaire, notamment pour les courants très minoritaires. Je propose donc d'inscrire dans la Constitution le principe selon lequel les députés à l'Assemblée nationale seront élus selon un scrutin de type proportionnel pour au moins 2/3 d'entre eux. Cette réserve du tiers restant permettrait, mais sans toutefois l'imposer, d'instaurer une prime majoritaire. On peut s'arrêter un instant sur le type donc, de proportionnel qu'elle veut. Elle le développait déjà en 2017, donc avec son 2/3, 1/3. C'est en fait une prime majoritaire de 30% des sièges pour la liste arrivée en tête. Et elle veut aussi réduire le nombre de députés à 300. Donc si on suit son raisonnement, si un parti, si elle était élue, donc arrivée en tête, donc ça serait le Rassemblement national. On peut l'envisager avec 25% des votes, par exemple. C'est à peu près ce que peut remporter le parti majoritaire. Il disposerait donc de 25% plus 30% des sièges, soit plus de la moitié donc de l'Assemblée nationale. Il n'y a plus vraiment de proportionnel à ce moment-là. C'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui avec le scrutin majoritaire. Oui, c'est ça, ça change. C'est-à-dire qu'il y a un parti qui arrive en tête avec le scrutin majoritaire, il a entre 25 et 30%, et il a plus de la moitié des sièges. Alors peut-être dans une proportion un tout petit peu supérieure par rapport à ce que ferait le scrutin envisagé par Mme Le Pen, mais effectivement, ce scrutin-là n'est pas proportionnel à strictement parler. En France, c'est ce qui se passe aussi au niveau des conseils régionaux, où la liste arrivée en tête remporte 1/4 automatiquement des sièges, et ça permet effectivement de gouverner. Mais on ne peut pas vraiment parler de proportionnel au sens strict. Et étant donné que notre système actuel, les vertus du scrutin majoritaire, c'est d'être très simple. On vote, celui qui a la majorité absolue, il est élu. S'il n'y a personne qui a la majorité absolue, on fait un deuxième tour, et celui qui arrive en tête, il est élu. Il n'y a rien de plus simple. Le scrutin proportionnel, il faut faire des calculs, on va rentrer, on va vous expliquer qu'est-ce que la plus forte moyenne, qu'est-ce que le plus fort reste, le système d'onde, etc. Bon, vous voyez, je pense que déjà la moitié des téléspectateurs, on les a perdus. Donc, on va les faire revenir quand même. Justement parce que le système proportionnel est extrêmement complexe. Étant donné que ce qu'elle propose, c'est exactement le même système qu'actuellement, qui lui est particulièrement simple. Mais elle le propose parce que ça permettrait au Rassemblement national d'avoir plus de place. Là, on rentre dans un autre problème du système proportionnel, c'est que il favorise justement la diversité, le multipartisme, et encourage les alliances. C'est ce qu'on trouve par exemple en Allemagne, si on va vers une proportionnelle plus pure, si j'ose dire. En Allemagne, on a toujours des alliances, des coalitions. Or, le Rassemblement national, on le voit à chaque élection, est l'un des rares partis en France à être incapable de s'allier avec qui que ce soit d'autre. C'est quand même assez aberrant que, alors qu'on doit pouvoir gouverner en s'alliant, ce soit un parti qui est incapable de s'allier, qui propose un système qui impose une coalition. Votre regard là sur les propositions de changement de constitution de Marine Le Pen? Première chose, il y a une urgence aujourd'hui, c'est de réconcilier les Français avec la démocratie et avec la politique et de les faire voter. C'est pas avec ces calculs d'apothicaire, c'est pas avec cette épicerie politique, c'est pas en essayant de sauver la boutique Rassemblement national, puisque c'est de ça qu'il s'agit, qu'on va y arriver. Deuxièmement, Madame Le Pen vient de dire que la proportionnelle permettrait d'injecter dans le débat politique de nouvelles thématiques. Pardon, mais depuis 2 mois, et en vérité depuis des années, les nouvelles thématiques, on en a soupé, on ne parle que de ça, que de leurs nouvelles thématiques. La remise en cause du droit du sol, du regroupement familial, la préférence nationale, leurs fameuses nouvelles thématiques, on n'a pas besoin de changer, on ne parle que de ça, ils dictent l'agenda, elle, Zemmour, Dupont-Aignan. Parce qu'au passage, l'extrême droite en France, elle n'est pas derrière Emmanuel Macron au premier tour. Elle est bien devant, si on ajoute les 3 candidats dont je viens de parler. Puis troisièmement,
Ah bah si, elle est devant. Si vous ajoutez... Non, mais on n'a pas le temps, mais... Le Pen, Zemmour, Dupont-Aignan, nous sommes dans un pays où un Français sur 3 a voté pour l'extrême droite. Et les électorats sont plus divers que ce que vous dites, mais... Eh bien, j'en suis pas sûr. Vous savez que l'électorat de Zemmour ait été si différent de l'électorat de Le Pen, je sais pas, vous me l'expliquerez. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, c'est un bassin, une réserve de voix assez idéale, et les sondages disent d'ailleurs qu'ils vont se mobiliser comme un seul homme pour Marine Le Pen. Mais le vrai point, le plus important, je crois, c'est que la démocratie, c'est la volonté du peuple. Mais c'est pas seulement la volonté du peuple, c'est la volonté du peuple et le respect de la loi, et le respect des règles, et le respect de la Constitution. Là, ce que nous disent ces gens, c'est-à-dire volonté du peuple, on s'assied sur la Constitution, on va jusqu'au coup d'État constitutionnel, on provoque l'épreuve de force avec les institutions garantes de la République, c'est la preuve que ces gens ne sont pas républicains et ne sont pas démocrates. C'est la question qui est souvent posée. Est-ce que c'est un parti républicain ? On vient d'avoir la preuve, à travers ces vidéos que vous avez montrées, qu'ils ne sont plus républicains. Merci voilà. Bernard-Henri Lévy. Vous restez tous les deux avec nous. C'est la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed, retour sur les images de l'interpellation musclée d'une femme hier lors d'une conférence de presse de la candidate Rassemblement National. Cela devait être la conférence de presse de Marine Le Pen sur sa politique internationale. Une grande conférence de presse, un événement passé quasiment inaperçu à cause d'une scène, l'exfiltration violente d'une élue écologiste venue brandir une pancarte en forme de cœur sur laquelle on pouvait voir Marine Le Pen aux côtés de Vladimir Poutine. Dans la soirée, hier, Marine Le Pen va s'en prendre aux policiers qui assurent sa sécurité. Ce sont les policiers de M. Darmanin. Il faut s'adresser à M. Darmanin parce que moi, j'y suis pour rien. Ce sont les services de protection des personnalités. Vous imaginez bien que ce n'est pas moi qui leur donne ni des instructions, ni des consignes sur leur méthode d'intervention. Alors, factuellement, les propos de Marine Le Pen sont faux. Un policier du SDLP, service de protection des personnalités publiques, tombe en intervenant sur la militante. D'ailleurs, dans la foulée, il s'est rendu compte qu'elle ne représentait pas de réel danger. Et c'est là où un membre du service de sécurité de Marine Le Pen a violemment traîné au sol cette femme. Dans la soirée, le président par intérim du RN a bien été forcé de corriger la version de la candidate d'extrême droite. Vous avez raison de rappeler que militante qui se lève et qui hurle, donc qui vient perturber ouvertement la conférence de presse, est plaquée au sol. Alors elle n'est pas plaquée au sol, elle tombe, il y a un incident par un policier du SDLP et ensuite elle est évacuée par le service d'ordre du Rassemblement National. Je n'ai pas de débat là-dessus. C'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Non, mais j'ai aucun débat. Parce que Mme Le Pen a dit l'inverse tout à l'heure. Je n'ai pas de débat là-dessus. Elle s'en est expliquée. Elle n'a pas vu la scène et. Mais elle a préféré accuser les policiers. Non. Elle n'a pas vu la scène. Elle a vu le policier du SDLP, mais elle n'a pas vu évidemment l'intégralité de la scène. Ce matin encore, Marine Le Pen refusait de revenir sur ses propos et de s'excuser. Je ne vais pas présenter les excuses. Il y a un policier qui a interpellé cette dame, qui au passage s'est blessée. C'est elle qui devrait lui à mon avis, donner des excuses au policier, car il s'est blessé en l'interpellant, et comme il s'est blessé, il n'a pas pu aller au bout de cette évacuation. C'était pas votre service d'ordre, c'est ce qu'il dit, pour évacuer le sujet. Comme il s'est blessé, eh bien, elle a été évacuée en se laissant traîner par terre par mon service de sécurité. On vient de l'entendre, la candidate du RN explique que le policier s'était blessé dans l'intervention, ce qui avait poussé son officier de sécurité à réagir. Une version qui nous a été démentie cet après-midi. Le SDLP a décidé de mettre fin à la mission de l'agent des forces de l'ordre auprès de Marine Le Pen en raison de la rupture de confiance engendrée par les propos de la candidate. Il sera chargé de la protection d'une autre personnalité dans les prochains jours. Mais ces propos ont provoqué quelques remous au sein de la police. L'instrumentalisation, entre guillemets, politique du flic, ça ne doit pas arriver. On n'est pas une variable d'ajustement. Et ce qui est gênant, entre guillemets, dans les propos de Mme Le Pen, pour le coup, c'est de dire, en plus, ce sont les policiers de Gérald Darmanin. Non, les policiers, ils sont républicains, ils n'appartiennent pas au ministre, ils appartiennent justement plutôt aux citoyens et à la nation. Et on est là, justement, pour être au service des citoyens, pas au service d'un ministre, de qui que ce soit. On a déjà assez souffert de police bashing pendant des mois. On n'a juste pas besoin de ça. Et on veut être, nous, surtout, très loin de ces polémiques. On n'en a pas besoin. Merci.
Mathieu, au procès des attentats du 13 novembre 2015, Salah Abdeslam a enfin pris la parole et raconté sa version de la nuit des attentats. Oui, il y a quelques jours, il avait déçu à nouveau, il avait fait valoir son droit au silence lors de son interrogatoire. Hier, une phrase a tout changé. « Je vais m'exprimer aujourd'hui », a dit Salah Abdeslam, l'accusé principal, le seul survivant du commando terroriste. C'est celui qu'on a appelé le cerveau des attentats, Abdelhamid Abaoud, qui l'a informé de sa mission. Je le cite, « Je devais partir en Syrie et quand il me dit qu'il va y avoir des attaques à Paris, que je vais devoir porter une ceinture et me faire exploser, ça a été un choc. J'étais pas prêt pour ça, mais j'étais dans une impasse, alors j'ai accepté. » Le soir des attentats, équipé d'une ceinture explosive, Salah Abdeslam raconte qu'il devait se faire sauter dans un café du 18e arrondissement de Paris. Je vais commander une boisson et je vais regarder les gens autour de moi et je me dis non, je ne vais pas le faire. Il y avait des jeunes et des très jeunes, je les ai vus danser, rigoler. J'ai renoncé par humanité. Il raconte ensuite avoir abandonné sa ceinture au sud de Paris, avoir fui en Belgique, avoir été accueilli par des complices fâchés et leur avoir expliqué que l'explosif n'a pas fonctionné. Hier, au procès, les parties civiles n'ont pas adhéré à la version du renoncement par humanité. Ça fait vraiment récitation par cœur d'un espèce de discours qui peut un peu coller à une partie des éléments du dossier. Mais dès qu'on regarde en détail, ça colle pas du tout. Il nous dit qu'il est allé dans un bar dans le 18e, il est incapable de citer le nom du bar, ou plutôt il veut pas le faire. Il nous explique grosso modo que le 13, il savait rien, qu'il a rien voulu faire. Belle manière de se disculper. Et ça colle pas au fait du dossier. Bonsoir, maître Sylvie Topalov. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Vous êtes avocate de partie civile au procès des attentats du 13 novembre. Est-ce que vous croyez à l'histoire qu'a raconté hier Salah Abdeslam? Écoutez, il est habile. Ce procès dure depuis 7 mois. L'examen des faits se termine demain soir. Et c'est hier qu'il décide de nous donner une version, en tout cas, cohérente. Alors, quand on connaît le dossier, effectivement, il y a quelques petites choses qui clochent. Mais si vous voulez, on ne peut plus le vérifier maintenant. On ne peut plus le confronter aux dires des autres accusés. On ne peut plus enquêter sur ce fameux café, par exemple, puisque tout d'un coup, il nous explique qu'il avait une mission qui était de faire sauter sa ceinture dans ce café dans le 18e, qui est à un angle. C'est tout ce qu'on sait. Oui, et il ne se rappelle pas du nom du café. Voilà, il ne se rappelle pas et qu'il a renoncé. Alors, il a renoncé par humanité. Alors, c'est un mot qui fait mal aux victimes, quand même. Par humanité, la vérité, c'est que la ceinture a une cordelette cassée et qu'en réalité... Elle est défectueuse. Elle est défectueuse. Donc, est-ce qu'il a essayé de la faire fonctionner, qu'elle ne marchait pas? Est-ce qu'il a renoncé parce que tout d'un coup, le visage de l'autre l'interpelle et qu'il ne peut pas passer à l'acte comme ça? Ou est-ce qu'il a peur de mourir? De toute façon, si vous voulez, ça ne change pas grand-chose au fait qu'il est quand même participer, adhérer. Alors lui, il dit, mais vous ne pouvez pas me refuser ce renoncement, de prendre acte de mon renoncement, parce que sinon, tous les terroristes, si au dernier moment, ils ont comme ça un moment de recul, vous les empêchez d'aller jusqu'au bout, puisque vous les obligez d'une certaine façon à dire, bon, bah, foutu pour foutu. Mais enfin, d'abord, on se dit, mais enfin, que n'a-t-il dit les choses avant? Parce que vous dites précisément, pour bien comprendre, qu'on est à la fin du procès et qu'on ne va pas pouvoir vérifier, interroger les éléments de son récit hier. Si vous voulez, il y a quelque chose qui est... Par exemple, il y a le fait que, bon, cet élément nouveau, il va dans le café, il veut tirer. Mais on a quand même des éléments dans le dossier qui démontrent que, bien avant, en amont, il est allé chercher les terroristes en Europe centrale, qu'il les a ramenés, enfin bon... Oui, c'était pas l'engagement d'un soir. Voilà. Alors il dit, je ne savais rien. Oui, qu'il a été surpris Il par ne savait rien. Il n'est pas allé chercher des réfugiés, comme il dit. Ça fait rire beaucoup de monde. En BMW, il est allé chercher... Mais là, il se dédouane d'une forme de responsabilité. Je l'ai appris juste avant, juste après, j'ai renoncé. Voilà. L'habileté, c'est de parler tout à la fin, et dans le même temps, de limiter sa responsabilité au 12 novembre. C'est-à-dire que la veille des faits, tout d'un coup, Abaoud lui dit, tu vas y aller, tu vas faire sauter, le 12 novembre. C'est compliqué de dire ça, parce qu'on a quand même des éléments qui laissent à penser qu'il fait des déplacements, il loue des voitures, enfin bon. Alors il dit, mais tout est très cloisonné. Ça, je veux bien y croire. Admettons qu'il ne sache pas l'ampleur. Bon, à mon avis, il a quand même ramené 9 personnes de Syrie. Il se doutait bien qu'ils n'allaient pas faire du shopping à Paris. Donc, il y avait quand même 10 personnes. Donc, c'était quand même quelque chose d'ampleur. Qu'ils ne connaissent pas les cibles,
c'était à la rigueur possible, parce qu'ils ont l'obsession du cloisonnement pour des raisons de sécurité. Surtout que, il faut que en Syrie, bien évidemment, ils ont tout organisé, les cibles, tout est pensé, mais au niveau de ceux qui exécutent, qui mettent la main à la pâte, il est possible qu'ils aient cloisonné pour qu'il n'y ait pas de possibilité, s'il y en a un qui tombe, de parler. Parce que quand même, Salah Abdeslam, il dit... on lui dit, mais pourquoi vous n'avez pas parlé avant? Enfin, c'était quand même pas si compliqué, puisque vous vous plaignez de l'image qu'on donne de vous dans les médias. Enfin, si vous étiez expliqué avant, peut-être, parce que c'est vrai qu'il y a quand même, au moins, on revient dans le monde commun. Si j'ai fait usage de mon droit au silence, c'est parce que je ne me suis pas senti écouté. Non, ça, je ne me suis pas senti écouter, c'est effrayant. Enfin, ça fait des mois qu'on écoute en espérant qu'ils nous disent quelque chose. Le président, vous l'avez rappelé la semaine dernière, parce que les avocats d'Abdeslam qui sont venus dire qu'on ne les écoutait pas, qu'on ne l'écoutait pas, c'est inimaginable. On a un président Périès qui est d'une écoute, qui questionne avec une gentillesse, enfin, une amabilité. C'est-à-dire les victimes, de temps en temps, elles ont envie de lui dire « foutez de notre gueule », quoi. Ouais. Ça ne dépasse jamais. Enfin, on est extrêmement rigoureux, bienveillant, à l'écoute, etc. Qui nous disent qu'il n'était pas écouté, non. Il a donné un deuxième argument, celui-là qui est beaucoup plus crédible, c'est moi... J'obéis à l'État islamique, et ce qu'on m'a dit dans les planques, si tu te fais arrêter, tu uses de ton droit au silence. C'est ça la vérité d'Al-Islam. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il avait commencé. Quand on lui demande son métier, il dit « moi je suis un combattant d'Allah, hein, quand même ». Donc d'une certaine façon... Vous attendez d'autres détails là maintenant? Vous attendez d'autres informations de sa part, ou au contraire c'est terminé tout ce là je suis parti avant la fin de l'audience, c'est pas très élégant de ma part. C'est peut-être dit des choses, mais je crois pas. Mais c'est pour nous rejoindre. C'était pour vous rejoindre. Vous avoir fait quitter l'audience. Mais non, là demain, il y a des accusés qui sont entendus pour le dernier jour de l'examen des faits, et ceux-là, ils ne parlent pas. Eux, ils appliquent aussi la consigne de l'État islamique. Au moins, ça a été dit. Ce qui a été dit aujourd'hui, c'est que l'argent venait de l'État islamique et qu'il y a des consignes pour user de son droit au silence. Alors, c'est le droit français, personne n'a le droit de critiquer, l'accusé a toujours le droit de se taire. C'est l'état de droit, tout va bien, on ne critique pas. Donc demain, il y en a 3 qui ne parlent pas. Merci beaucoup, Maître Sylvie Tobalov, d'être venu ce soir, partie civile dans ce procès des attentats du 13 novembre. On aura l'occasion de revenir sur ce procès d'ici au verdict qui, je crois, sera prononcé fin mai. Non, mi-juin. Ça a été reculé à cause du Covid. On termine le 5 sur 5 par des blocages d'universités qui les étudiants protestent contre la fiche du second tour dont parlait Patrick. Oui, c'est à la Sorbonne que ça se passe depuis hier. Plusieurs centaines d'étudiants qui bloquent la Sorbonne de l'intérieur. En Assemblée Générale, ils ont voté l'occupation de l'université. Ils chantent, comme vous l'entendez, des slogans antifascistes. Ni Macron ni Le Pen, écrivent-ils. Les murs de la Sorbonne sont tous tagués. Des étudiants qui parlent de précarité, d'environnement, de racisme, de violence sexiste. En tout cas, ils ne se sentent pas refusés et refusent le choix qui s'offre à eux. 10 avril, le premier tour nous a imposé un choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pendant 5 ans, Emmanuel Macron a mis en concurrence les élèves avec Parcoursup, laissé les étudiantes souffrir de la précarité en pleine crise sanitaire, a été condamné 2 fois pour inaction climatique et a laissé un pays avec 9 millions de pauvres. Marine Le Pen nous propose pire, avec son racisme assumé, son mépris et son ignorance des jeunes des quartiers populaires. Cette élection a volé les aspirations sociales, écologistes et progressistes de la jeunesse. Les étudiants de la Sorbonne rejoints par d'autres étudiants d'autres universités, des manifestations dans tout le quartier. Aujourd'hui, depuis les bâtiments de l'université, des policiers ont été la cible de jets de projectiles. Ces derniers ont parfois riposté par l'usage de lacrymogènes. Des policiers qui ont aussi pour mission, il faut le préciser, d'empêcher d'autres étudiants de pénétrer l'université. À noter que les campus de Sciences Po Paris et Nancy sont bloqués aussi, ainsi que les locaux de l'école normale supérieure. On en a marre en fait d'avoir le même scénario qu'en 2017. On avait envie de renouveau, on est allé voter, ça n'a pas marché, et on aimerait du coup, si le vote n'a pas fonctionné, faire entendre nos revendications d'une autre manière. Ce sera ni Macron ni Le Pen et on se fera entendre, peu importe ce qui se passe pendant 5 ans, on ne va pas lâcher la lutte pour que on puisse potentiellement avoir une cohabitation législative. On aimerait faire entendre une voix de la jeunesse, une voix qui se préoccupe de son avenir, du climat, des inégalités, et c'est pas du tout le second tour qu'on nous propose aujourd'hui. Et puis alors un autre sujet qui concerne l'élection et qui concerne les universités, mais cette fois nous sommes à Nantes, début de polémique après un email de la présidente de l'université de Nantes envoyé aux étudiants et enseignants. Je vous appelle solennellement à voter le 24 avril pour faire barrage à l'extrême droite et donc au Rassemblement national. Fin de citation. Elle précise le caractère inhabituel de la missive, mais c'est un courrier qui a déclenché des protestations, plusieurs personnalités. La question qui fait débat désormais, c'est celle de son obligation de neutralité ou non. En tant qu'universitaire, elle a le droit, mais en tant que présidente d'université,
Certains parlent de dérive. À noter toutefois que France Université, c'est l'ancienne conférence des présidents d'université, France Université, a également publié un communiqué appelant à voter contre l'extrême droite. Je me souviens qu'en 2002, à peu près tous les présidents d'université avaient appelé à voter contre Le Pen. Un mot, cher Bernard-Henri Lévy, pour commenter les images de ces étudiants là qui ont entendu l'édito de Patrick. C'est ce genre d'images qui font qu'en effet, on peut redouter que Marine Le Pen soit élue dimanche prochain, dimanche en 8. Parce que renvoyer dos à dos quelques griefs que l'on ait vis-à-vis de Macron, quoi qu'on pense de Parcoursup, renvoyer dos à dos la politique de Macron sur Parcoursup et le projet fascisant de Marine Le Pen si elle était présidente de la République, je trouve ça navrant, irresponsable, et ça fait le lit du Rassemblement national. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, hélas, Marine Le Pen est peut-être au bord du pouvoir. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'être venu ce soir de Will to See en sortie nationale aux États-Unis le 29 avril. Merci Maître Topalov d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Et merci Jean-Philippe de Rosier, professeur en droit public à l'Université de Lille. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, Michel Fugain qui fête bientôt ses 80 ans sur scène, Amir qui fait ses premiers pas au théâtre, L'œil de Pierre, la story média de Mohamed et les actualités de Bertrand. Programme chargé, on vous attend.